Lorsque j'ai ouvert le coffre-fort ce samedi matin et que j'ai trouvé seulement le vide, là où reposaient auparavant mes bijoux, j'ai senti mon cœur s'effondrer comme si le sol avait été arraché sous mes pieds. Mes mains tremblaient, en tenant le petit écran de velours bleu qui contenait le collier de saphir de ma grand-mère, maintenant creux, dépourvu de sens, un tombeau vide pour des souvenirs qui n'avaient plus de corps. Les perles que ma mère m'avait offertes le jour de mon mariage, le bracelet en or que j'avais reçu quand j'avais obtenu mon diplôme d'infirmière après des années d'études le soir, tout en élevant ma fille seule, les boucles d'oreilles en émeraude que j'avais achetées avec mon premier salaire en tant que chef de service, tout avait disparu. Et le pire de tout, je savais exactement qui avait fait cela. Ma fille, mon unique fille, la petite que j'avais portée dans mon ventre, que j'avais allaitée, que j'avais bercée pendant les nuits de fièvre, que j'avais défendue contre tous les dangers du monde. C'était elle qui m'avait volé. Et quand j'ai confronté Marine cet après-midi-là, devant son mari et sa belle-mère qui souriaient avec dédain dans le coin du canapé, ce que j'ai reçu n'était pas des excuses ou des larmes de repentir, mais plutôt une réponse qui m'a coupé plus profondément que n'importe quelle lame. Tu n'avais pas besoin de ces vieilles choses, maman. Elles prenaient juste la poussière. Et la famille de Richard méritait une fête d'anniversaire décente. Tu es tellement égoïste que tu ne peux pas voir ça. Le mot égoïste a résonné dans la pièce comme un coup de feu. J'ai senti mes jambes faiblir. Je me suis agrippé au montant de la porte, tandis que sa belle-mère, Eliane, une femme aux cheveux parfaitement coiffés et aux ongles rouges impeccables, a levé un sourcil et a murmuré quelque chose à propos des mères qui ne savent pas lâcher leurs enfants. Richard, mon gendre, est resté là, les bras croisés, sans dire un mot pour ma défense, juste en observant, comme si j'étais une intruse, une vieille grincheuse qui dérangeait la vie parfaite qu'ils avaient construite. Et Marine, ma Marine, n'a pas détourné le regard. Elle m'a fixé avec une froideur que je ne reconnaissais pas, comme si j'étais une étrangère demandant quelque chose qui ne m'appartenait pas, comme si ces bijoux ne portaient pas l'histoire de toute ma vie. Je suis sorti de cette maison sans rien dire de plus. Non pas parce que je n'avais pas de mots, mais parce qu'ils étaient tous coincés dans ma gorge, étouffés par la douleur. Je suis monté dans la voiture et j'ai roulé dans les rues de la ville sans destination, les larmes brouillant ma vision, le volant glissant dans mes mains moites. Je me suis arrêté à un belvédère vide, j'ai éteint le moteur et j'ai simplement pleuré. J'ai pleuré pour tout ce que j'avais perdu ce jour-là. J'ai pleuré pour la fille que je pensais connaître et qui se révélait maintenant être une étrangère. J'ai pleuré pour les bijoux, oui, mais j'ai pleuré beaucoup plus pour ce qu'ils représentaient, des décennies de lutte, de sueur, de sacrifice, d'amour non partagé. Quand j'ai finalement pu respirer à nouveau, les souvenirs ont commencé à m'envahir. Je suis retourné dans le temps, à ces jours difficiles où Marine n'était qu'un bébé et où j'étais une mère célibataire de 22 ans essayant de survivre. Son père m'avait abandonné quand il avait découvert la grossesse, disant qu'il était trop jeune pour être père, qu'il avait des rêves plus grands que les couches et les biberons. Je me souviens d'avoir tenu ce test de grossesse positif et d'avoir ressenti, simultanément, de la terreur et une étrange sensation d'avoir un but. Je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de soutien. Ma propre mère était morte 2 ans auparavant, et mon père avait déménagé en province avec sa nouvelle épouse, ne maintenant qu'un contact distant et protocolaire avec moi. Mais j'avais quelque chose, de la détermination, une obstination féroce qui m'a fait promettre à cet enfant pas encore né qu'elle aurait tout ce que je pouvais lui donner. J'ai travaillé comme aide-soignante pendant la journée, et le soir je faisais le ménage dans des cabinets médicaux. Marine dormait dans un berceau d'occasion, portait des vêtements que j'achetais dans des friperies, et souvent je sautais des repas pour m'assurer qu'elle avait assez de lait et de nourriture. Cela ne me dérangeait pas. Chaque sacrifice semblait petit comparé à son sourire, à la façon dont elle tendait ses petits bras quand j'arrivais à la maison épuisé, sentant le désinfectant et la fatigue. Quand elle avait 5 ans, j'ai obtenu une place dans une école d'infirmière du soir. Ce fut l'un des moments les plus heureux de ma vie, même en sachant que cela signifierait encore moins de sommeil, encore plus d'efforts. J'assistais aux cours après une journée complète de travail, prenant des notes avec les yeux brûlants d'épuisement. Marine restait avec une voisine âgée, Madame Christine, qui ne facturait pas cher et traitait ma fille avec affection. Ce fut 4 années comme ça. Travail, école, Marine, travail, école, Marine. Je n'avais pas de vie sociale, je n'avais pas de temps pour les amis, pour les loisirs, pour moi-même, et cela ne me dérangeait pas, parce que tout ce que je faisais était pour elle. Je me souviens du jour où j'ai obtenu mon diplôme. Marine avait 9 ans et était assise au premier rang de l'auditorium, avec une robe rose que j'avais cousue à la main, les yeux brillants de fierté. Quand je suis monté sur scène pour recevoir mon diplôme, je l'ai cherché dans le public et je l'ai vu agiter frénétiquement la main, criant « C'est ma maman, c'est ma maman », avec tant d'enthousiasme que les gens autour ont souri. À ce moment-là, j'ai senti que tous les sacrifices en avaient valu la peine. Chaque nuit mal dormie, chaque repas sauté, chaque larme versée en secret quand je pensais ne pas y arriver, tout avait un sens. Avec le diplôme en main, j'ai obtenu un meilleur emploi. Ce n'était pas le luxe, mais c'était la dignité.
j'ai loué un petit appartement propre où Marine aurait sa propre chambre pour la première fois. J'ai acheté des meubles petit à petit, toujours en payant comptant, parce que j'avais la phobie des dettes après avoir vu tant de familles sombrer dans les intérêts. Marine grandissait belle et intelligente, obtenant de bonnes notes à l'école, participant aux spectacles, se faisant des amis. J'allais à toutes les réunions scolaires, à toutes les fêtes d'anniversaire, à toutes les pièces de théâtre où elle avait un rôle, même si c'était juste un arbre sans réplique. Quand elle avait 15 ans, j'ai été promue infirmière-chef de l'hôpital où je travaillais. Ce fut une reconnaissance qui m'a rempli de fierté, mais qui a aussi apporté plus de responsabilités, plus d'heures de travail. Même ainsi, je m'assurais toujours que nous dînions ensemble, que je sache tout ce qui se passait dans sa vie. Ou du moins je pensais le savoir. J'ai commencé à remarquer des changements subtils. Marine passait plus de temps au téléphone, sortait plus avec ses amis, a commencé à demander des vêtements de marque que je ne pouvais pas acheter. J'essayais d'expliquer que nous avions des limites financières, que je devais économiser de l'argent pour ses études universitaires, pour les urgences. Elle levait les yeux au ciel et marmonnait quelque chose comme quoi j'étais trop radin. C'est à cette époque qu'elle a rencontré Richard. Il avait 19 ans, venait d'une famille de classe moyenne supérieure, conduisait une voiture que ses parents lui avaient offerte en cadeau. J'aurais dû remarquer les signes d'alerte quand Marine a commencé à avoir honte de notre appartement, quand elle me demandait de ne pas venir la chercher à l'école parce que ma vieille voiture la gênait devant les amis de Richard. Mais j'ai minimisé, pensant que c'était juste une phase adolescente, que ça passerait. J'ai payé toutes ses études universitaires, administration des entreprises, dans une bonne université privée. Ce furent 4 années à faire des heures supplémentaires, à prendre des gardes les week-ends, à économiser surtout pour qu'elle ait un diplôme, des opportunités que je n'avais pas eues. Et pendant ces 4 années, Richard était toujours dans les parages. Il était poli avec moi, mais il y avait quelque chose dans la façon dont il me regardait, qui me mettait mal à l'aise, comme s'il m'évaluait constamment et trouvait que je n'étais pas à la hauteur. Sa mère, Eliane, était pire. Les rares fois où nous nous sommes rencontrés, elle me parlait avec une condescendance mal dissimulée, me traitant de courageuse pour avoir élevé Marine seule, comme si c'était un compliment alors qu'en réalité c'était une façon subtile de me rabaisser. Marine a obtenu son diplôme et peu après a annoncé qu'elle allait épouser Richard. J'aurais dû être heureuse, mais j'ai ressenti un serrement dans la poitrine. J'ai offert mon aide pour le mariage, mais elle a refusé, disant que la famille de Richard allait tout payer parce qu'ils en ont les moyens. Et en effet, ils ont tout payé. C'était une grande cérémonie, dans un club chic, avec plus de 200 invités. Je me suis senti déplacé tout le temps, avec ma robe simple, au milieu de tant d'ostentation. Eliane a tenu à présenter la mère de la mariée qui travaille à l'hôpital, à tout le monde, comme si mon travail était quelque chose qui nécessitait une explication ou une excuse. Après le mariage, Marine et Richard ont emménagé dans une maison que ses parents avaient achetée en cadeau. Je vivais toujours dans mon appartement, maintenant encore plus silencieux et vide sans elle. J'essayais de maintenir le contact, j'appelais chaque semaine, j'invitais à déjeuner le dimanche. Mais elle avait toujours des excuses, elle était occupée, elle avait un engagement avec la famille de Richard, elle était fatiguée. Quand nous nous voyions, elle semblait distraite, vérifiant constamment son téléphone, répondant à mes questions par monosyllabes. Si vous suivez des témoignages comme celui-ci et que vous vous identifiez à ces histoires de persévérance, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre présence ici signifie beaucoup pour moi et pour tant d'autres femmes qui ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules dans leur lutte. Je sentais que je perdais ma fille, mais je ne savais pas comment reconquérir la place que j'avais dans sa vie. J'ai essayé de me rapprocher de Richard, en étant toujours gentille, en apportant des gâteaux et de la nourriture quand je leur rendais visite. Mais il maintenait une distance polie, me traitant comme une visiteuse et non comme de la famille. Eliane était une présence constante dans leur maison, donnant toujours son avis sur la décoration, sur les vêtements que Marine devait porter, sur où il devait voyager. J'étais juste la mère biologique, mais Eliane devenait la figure maternelle de référence. C'est quand j'ai eu 50 ans que mon père, déjà âgé et repentant des années de distance, m'a appelé pour une conversation. Il était malade, il savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Il s'est excusé d'avoir été absent et m'a donné une boîte avec les bijoux de ma grand-mère et de ma mère, des héritages qu'il avait gardés toutes ces années. Ils sont à toi de droit, a-t-il dit, les yeux embués. Et un jour ils seront à Marine, prends-en bien soin. Il est mort 3 mois plus tard. Ces bijoux sont devenus mon trésor le plus précieux. Non pas pour leur valeur matérielle, bien qu'elle soit considérable, mais pour ce qu'ils représentaient. Un lien avec mes racines, avec les femmes fortes de ma famille qui m'avaient précédé. Ma grand-mère avait été couturière et avait acheté le collier de saphir avec l'argent d'années de travail. Ma mère avait reçu les perles de mon grand-père le jour de leur mariage, après qu'il ait économisé pendant des mois. C'étaient des pièces avec une histoire, avec une âme. Et je les gardais avec soin, rêvant du jour où je les passerais à Marine, lui racontant l'histoire de chacune. Mais Marine a à peine montré d'intérêt quand je lui ai parlé de l'héritage. Elle a regardé les bijoux rapidement et a commenté qu'ils étaient beaux, mais trop anciens pour son goût. J'ai gardé ma déception et je suis retourné ranger les pièces dans le coffre-fort que j'avais chez moi, croyant qu'un jour elle comprendrait leur valeur. Les mois ont passé. Marine m'appelait de moins en moins.
Quand j'essayais de lui rendre visite, il y avait toujours un empêchement. Eliane était là. Ils avaient des projets. Ils étaient fatigués. J'ai commencé à me sentir comme un fardeau, comme quelqu'un qui devait demander la permission pour voir sa propre fille. Mais je ravalais ma fierté et je continuais à essayer. Parce que l'amour d'une mère est comme ça. Têtu, persistant, incapable d'abandonner. Jusqu'à ce que ce samedi fatidique arrive. J'avais donné une clé de secours de mon appartement à Marine des années auparavant, pour les urgences. Je n'avais jamais imaginé qu'elle l'utiliserait pour entrer chez moi quand je n'étais pas là et prendre mes bijoux. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Je l'ai découvert quand je suis allé chercher le collier de saphir pour le porter à un dîner d'anniversaire d'une amie proche. L'absence des bijoux m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. J'ai immédiatement appelé Marine. Elle a mis du temps à répondre. Et quand elle l'a fait, sa voix était tendue. « Maman, je ne peux pas parler maintenant. » Mais j'ai insisté. « Marine, mes bijoux ont disparu. Tu as ma clé. Tu sais quelque chose ?» Le silence de l'autre côté était assourdissant. Puis elle a soupiré avec impatience. « Je vais t'expliquer en personne. Viens chez moi cet après-midi. » C'est à ce moment-là que tout s'est effondré. Quand je suis arrivé chez elle et que j'ai reçu cette réponse froide, cette accusation d'égoïsme, j'ai vu ma fille avec de nouveaux yeux. Et je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Elle était là, assise à côté de son mari et de sa belle-mère, tous les trois formant une muraille contre moi. Marine a expliqué sans aucun remords qu'elle avait vendu les bijoux pour payer une fête d'anniversaire surprise pour le père de Richard. Une célébration extravagante avec plus de 100 personnes, un groupe en direct, un traiteur cher, une décoration importée. C'était une fête merveilleuse, maman. Tout le monde en a parlé. La famille de Richard méritait ça. Et moi je ne méritais même pas d'être consulté, et je demandais, la voix tremblante. C'était mes bijoux, de ma famille. Tu n'avais pas le droit. Eliane est intervenue à ce moment-là, avec ce sourire de supériorité que j'avais appris à détester. Ma chère, Marine est une femme mariée maintenant. Elle a des priorités. Et des vieux bijoux rangés dans un coffre-fort ne servent à rien. Au moins maintenant ils ont eu une utilité. Richard a acquiescé. Et Marine a répété que j'étais égoïste, que je ne comprenais pas à quel point c'était important pour elle d'impressionner sa famille, de maintenir le standard. Je suis parti de là détruite. Dans les jours qui ont suivi, je me suis retrouvé à osciller entre une profonde tristesse et de la colère. Comment avais-je créé une personne capable de faire cela? Où avais-je échoué? J'ai remis en question chaque décision que j'avais prise en tant que mère, chaque sacrifice que j'avais fait. Peut-être l'avais-je trop gâté. Peut-être avais-je été trop permissive. Ou peut-être, et ce fut la conclusion la plus douloureuse, avais-je simplement trop aimé, au point de créer une fille qui avait appris à tout prendre pour acquis. Je suis passé 2 semaines sans parler à Marine. Elle n'a pas appelé, n'a pas envoyé de message. C'était comme si j'avais cessé d'exister. Jusqu'à ce qu'un après-midi, mon amie Sophie, avocate, me rende visite. Elle avait entendu parler de l'incident par une connaissance commune et était furieuse. « Hélène, tu dois faire quelque chose. C'était un vol. Tu as tout à fait le droit de porter plainte. » J'ai secoué la tête, fatigué. C'est ma fille Sophie. Je ne vais pas poursuivre ma propre fille. Mais Sophie a insisté pour au moins m'aider à découvrir combien valaient les bijoux et où ils étaient allés. Avec son aide, nous avons découvert que Marine avait vendu les pièces à une bijouterie haut de gamme du centre-ville. Et c'est là que mon histoire a commencé à tourner. Le propriétaire de la bijouterie, Monsieur Antoine, était un homme honnête et expérimenté. Quand nous avons expliqué la situation, il a été choqué. Les pièces ont été vendues pour 50 000 €, a-t-il dit. Mais elles valent beaucoup plus. Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais la jeune femme avait des papiers d'identité. Elle a dit qu'ils étaient à elle. Il avait gardé les données de la transaction et s'est proposé de témoigner si nécessaire. 50 000 €. Les bijoux valaient 10 fois plus, mais Marine avait accepté la première offre, désespérée d'obtenir l'argent rapidement. Et elle avait tout dépensé pour une fête. J'ai eu la nausée. Monsieur Antoine, voyant mon angoisse, a fait une proposition inattendue. Écoutez, je ne me sens pas bien de garder ces pièces en connaissant l'histoire. Je vais faire ceci. Je vais vous rendre les bijoux. Vous pourrez me payer petit à petit, sans intérêt. Et si vous voulez, on peut parler avec votre fille ensemble. Cette bonté d'un étranger m'a fait pleurer là, dans la bijouterie. J'ai accepté l'offre, et avec l'aide de Sophie, j'ai organisé une rencontre avec Marine. J'ai envoyé un message disant que nous devions parler d'une question juridique importante, et qu'il valait mieux qu'elle amène Richard et Eliane, puisqu'ils semblaient faire partie de toutes ces décisions maintenant. La rencontre a été fixée pour une semaine plus tard, au bureau de Sophie. Quand Marine est arrivée avec Richard et Eliane, tous les trois semblaient irrités, comme si c'était un désagrément. Mais leur expression a changé quand ils ont vu Monsieur Antoine là, et quand Sophie a commencé à expliquer, avec des documents sur la table, que Marine avait commis un crime en prenant les bijoux sans autorisation, et que leur valeur réelle était de 500 000 €, pas les 50 qu'elle avait reçus. Le silence dans la pièce était absolu. Eliane a pâli. Richard a commencé à balbutier quelque chose à propos d'un malentendu. Marine m'a regardé avec des yeux inquiets. Et pour la première fois depuis cet après-midi terrible, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à de la peur sur son visage. Sophie a continué, implacable. Hélène aurait tout à fait le droit de porter plainte pour appropriation illicite. Mais elle ne va pas le faire.
Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle est une meilleure mère que vous ne le méritez. Cependant, cela a des conditions. J'ai pris la parole alors, et j'ai à peine reconnu ma propre voix. Elle était ferme, sans tremblement, sans larmes. Marine, tu vas rembourser chaque centime des 50 000 euros, qui pas payé par mensualité, sans intérêt, directement à monsieur Antoine, qui a généreusement récupéré mes bijoux et me donne les moyens de les racheter. Je vais te transférer cette dette, et en plus tu vas faire une thérapie. Ce n'est pas une suggestion, c'est une condition. Parce que la femme que tu es devenue n'est pas la fille que j'ai élevée. Et j'ai besoin de comprendre où nous avons perdu le chemin. Eliane a essayé de protester. C'est absurde. Vous ne pouvez pas faire du chant. Mais Sophie l'a interrompu d'un regard glacial. Vous voulez vraiment parler de chantage quand votre fils et votre belle-fille ont commis un crime? Je suggère de vous taire. Richard, pour la première fois, semblait vraiment voir la gravité de la situation. Il a tiré Marine sur le côté et ils ont chuchoté pendant quelques minutes. Quand ils sont revenus, Marine avait les larmes aux yeux. Mais je ne savais pas si c'était un remords sincère ou simplement la peur des conséquences. Elle a accepté les conditions d'une voix tremblante. Dans les jours suivants, j'ai découvert des choses qui m'ont brisé encore plus le cœur. Par l'intermédiaire de la thérapeute que j'avais moi-même payée pour Marine lors des premières séances, jusqu'à ce qu'elle puisse payer elle-même. J'ai appris que ma fille essayait depuis des années d'acheter l'acceptation de la famille de Richard. Eliane avait créé un environnement où Marine se sentait constamment inférieure, ayant besoin de prouver sa valeur par des gestes grandioses et des dépenses extravagantes. Richard, quant à lui, était passif, laissant sa mère manipuler sa femme sans intervenir. Marine avait développé un besoin maladif d'approbation, et avait complètement oublié d'où elle venait, qui avait toujours été à ses côtés. Elle avait honte de sa propre histoire, de sa mère infirmière, de l'appartement simple, de la vie sans ostentation. Elle avait essayé d'effacer son passé pour s'intégrer dans un monde qui ne serait jamais vraiment le sien. Les séances de thérapie ont commencé à lui ouvrir les yeux. Petit à petit, très petit à petit, Marine a commencé à voir la toxicité de l'environnement dans lequel elle était insérée. Elle a commencé à se demander pourquoi elle se sentait toujours anxieuse. Pourquoi elle n'était jamais suffisante? Pourquoi elle avait coupé les liens avec sa propre mère pour plaire à des gens qui la traitaient comme inférieure? Ce furent des mois difficiles. J'ai gardé mes distances, respectant son processus, mais en faisant clairement savoir que la porte serait ouverte quand elle serait prête pour une vraie conversation. J'ai payé mes bijoux à monsieur Antoine en 10 mensualités, travaillant des heures supplémentaires, mais avec un goût de victoire dans la bouche parce qu'ils étaient de retour avec moi. Je les ai rangés à nouveau dans le coffre-fort, mais maintenant avec la clé cachée dans un endroit que moi seul connaissais. Le point de bascule est venu un dimanche après-midi, 6 mois après cette confrontation au bureau de Sophie. Marine est apparue chez moi sans prévenir. Elle était différente, son maquillage lourd, avec des vêtements simples, les cheveux attachés en queue de cheval décoiffée. Elle semblait plus jeune, plus semblable à la fille que je connaissais. Elle m'a demandé si nous pouvions parler, et quand nous nous sommes assis à la table de la cuisine, elle a commencé à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes manipulatrices, c'étaient des pleurs profonds, venant d'un lieu de douleur authentique. Et puis elle a parlé. Elle s'est excusée. Pas des excuses vides, mais une reconnaissance réelle et détaillée de tout ce qu'elle avait fait de mal. J'ai été une fille terrible, maman. J'ai été ingrate, cruelle, aveugle. Tu m'as tout donné et j'ai tout jeté pour des gens qui ne m'ont jamais vraiment aimé. Eliane m'a toujours fait me sentir petite, et j'ai accepté parce que je pensais que c'était comme ça que ça devait être, que je devais m'incliner pour être acceptée. Et Richard, il ne m'a jamais défendue. Jamais. Elle a raconté qu'elle avait confronté Richard à propos de son comportement et de celui de sa mère, et que la réaction avait été révélatrice. Il était devenu sur la défensive, disant qu'elle exagérait, qu'elle était ingrate envers la famille qui l'avait si bien accueillie. Ça avait été le déclencheur. Marine a réalisé qu'elle était dans un mariage où elle n'était pas une partenaire, mais plutôt un accessoire, quelque chose que Richard et Eliane modelaient selon leurs convenances. J'ai demandé le divorce, maman, a-t-elle dit, et ma bouche s'est ouverte de choc. Je suis encore dans la maison, parce que c'est compliqué, mais nous avons déjà commencé la procédure, et j'ai trouvé un emploi. Ce n'est rien de grandiose, c'est assistante administrative, mais c'est le mien. Je gagne avec ma propre sueur, et je paye la dette des bijoux avec mon salaire. Ça va prendre du temps, mais je vais payer chaque centime. J'ai regardé ma fille, et j'ai vu, pour la première fois depuis des années, la personne que j'avais élevée. Elle était là, sous toutes ces couches de fausseté et de besoin d'approbation. Elle était là, blessée mais prête à se reconstruire. J'ai tendu ma main sur la table et j'ai pris la sienne. Je suis fier de toi, et je dis, et j'ai vu ses yeux se remplir de larmes à nouveau. Pas pour le divorce en soi, mais parce que tu as trouvé le courage de choisir ta propre dignité. Nous avons parlé pendant des heures cet après-midi-là. Elle m'a raconté des détails de la vie qu'elle avait menée ces dernières années, comment elle se sentait étouffée, comment elle avait perdu elle-même, et je lui ai parlé de mon propre parcours, des sacrifices que j'avais faits non pas pour qu'elle me doive quelque chose, mais parce que l'amour est comme ça, il donne sans attendre de retour. Mais j'ai aussi expliqué que l'amour ne signifie pas accepter les abus, et que j'avais appris, de la manière la plus douloureuse possible, que parfois il faut s'éloigner pour que l'autre personne apprenne à apprécier. Marine a déménagé dans un petit appartement loué, pas très différent de celui que j'avais quand elle était enfant.
Elle m'appelait chaque semaine,